Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'Accélère. On est très heureux aujourd'hui de lancer notre programme d'accélération, notre programme de webinaire, d'Accélère, donc l'accélérateur de start-up Deep Tech basé sur le centre de recherche d'Air Liquide. On est ravis avec Bernard Liedos, le directeur d'Accélère, de lancer aujourd'hui ce premier webinaire. Bernard, je te laisse présenter très rapidement Accélère et les raisons pour lesquelles nous souhaitons réaliser ces webinaires. Oui, absolument. Merci beaucoup, Cécile. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter moi aussi la bienvenue à toutes et tous et vous remercier de participer à ce webinaire qui est le premier d'une série de 4 organisée par Accélère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Accélère? Accélère, c'est l'accélérateur de start-up Deep Tech d'Air Liquide, dans lequel nous accompagnons des startups qui sont vraiment issues de la Deep Tech, comme je disais, souvent après leur phase d'incubation, et nous leur proposons 2 choses. La première chose, c'est vraiment d'accéder à un hébergement dans nos locaux qui sont situés sur le campus Innovation Paris du groupe Air Liquide, positionné sur le territoire de Paris-Saclay. Et cet hébergement, il a une spécificité, c'est qu'il met à disposition des startups sélectionnées des laboratoires individualisés, vraiment pour permettre à ces startups de se développer en toute sécurité. Nous proposons aussi un programme d'accompagnement à la carte qui est mené par nos experts. Il peut y avoir des experts techniques, scientifiques, des experts industriels, des experts marchés, des experts transverses, des experts en sécurité qui peuvent vraiment accompagner les startups. Et c'est grâce à cette expérience que l'on a acquis dans l'accompagnement des startups, que l'on a décidé de partager et que l'on a décidé de vous proposer cette série de webinaires qui a pour but de vous donner les clés pour réussir votre vie de startup après avoir réussi votre incubation. Ces webinaires vont vous apporter des retours d'expérience de start-upers, de grands groupes, de financiers, des histoires, des témoignages pour faciliter et accélérer votre développement. Voilà, je voulais être très très bref pour vous présenter Accélère parce que l'objectif c'est vraiment de laisser la parole à notre panel d'experts. Et du coup, Cécile, je te rends la parole et je te laisse présenter les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Merci Bernard d'avoir expliqué le fonctionnement d'Accélère. En effet, aujourd'hui, nous allons aborder le volet financement, l'angle financement. Alors, la question est très vaste et en fait, suivant l'état de maturité de votre start-up, les réponses vont être très différentes. Donc, on a choisi aujourd'hui d'aborder le volet du financement post-seed ou du financement de vos développements pré-industriels. En effet, au vu des discussions que l'on peut avoir avec les startups Deep Tech, ces approches sont fondamentales et sont clés pour le développement des startups. Donc aujourd'hui, les questions que nous allons aborder sont autour des parcours de financement. Quels sont finalement les parcours de financement possibles? Quelles sont la stratégie à adopter sur le financement? Quelles sont les spécificités d'une startup Deep Tech dans la recherche de financement? Quels sont finalement les modes de financement que l'on peut avoir et quels peuvent être aussi les rôles soit d'une banque, soit d'un fonds corporate dans les recherches de financement. Donc, dans un premier temps, on va plutôt aborder la stratégie à avoir pour obtenir des financements et puis après, on détaillera les modes de financement. Donc pour ça, on a la chance d'avoir un panel d'experts et merci à tous nos intervenants d'être là. Dans un premier temps, nous avons Olivier Bouca, donc qui est chez Aliad, donc le fonds d'investissement corporate d'Air Liquide, en tant que directeur investissement. Olivier, si tu peux te présenter et dire en quoi consiste Aliad. Bonjour, merci. Merci à tous pour cette invitation. Alors, Aliad, comme Cécile a pu le préciser, est donc le fonds d'investissement capital risque du groupe Air Liquide. En fait, on est un petit peu le complément ou l'étape après Accélère. Typiquement, on va regarder des startups qui vont être
en sortie d'incubateur, ce qu'on appelle sortie de POC ou TRL 4-5, et que l'on va accompagner jusqu'à un stade dit TRL 9, c'est-à-dire au moment où les sociétés deviennent cash positifs. Donc aujourd'hui, Aliad a été créé en 2013. Aujourd'hui, on a investi à peu près 100 millions d'euros sur une quarantaine de sociétés, sur des secteurs d'activité aussi variés que le medtech, le digital, la transition énergétique ou d'autres sujets. Alors Aliad est un fonds dit stratégique, c'est-à-dire que nous n'investissons que dans les sociétés qui ont un apport stratégique pour le groupe. Et dans les faits, ça veut dire qu'il faut qu'on acte un partenariat commercial, recherche ou autre avec le groupe au moment de l'investissement, et que cette synergie soit dans les proportions correspondantes ou l'inverse, que l'investissement soit dans une proportion correspondant à la synergie que le partenariat pourra amener. Donc aujourd'hui, nous sommes principalement, nous avons des investissements principalement en Europe et en Amérique du Nord. Et nos équipes sont partagées entre Paris et San Francisco. Et pour ma part, je suis directeur investissement et donc je suis les investissements depuis la recherche des startups jusqu'aux partenaires, des sponsors internes, les partenaires financiers et ensuite on monte au board. Donc on est au conseil d'administration des sociétés puisque c'est un de nos impératifs. On monte au conseil d'administration des sociétés dans lesquelles on investit. Voilà. Okay, merci beaucoup Olivier. Nous accueillons également Léonie Lefebvre, qui est directrice commerciale au centre d'affaires Île-de-France de la BNP Paribas. Bonjour Léonie, tu représentes aujourd'hui la vision bancaire sur ce webinaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes fonctions et puis sur la BNP ? Voilà, donc effectivement, je suis directrice commerciale du centre d'affaires Île-de-France Innovation de BNP Paribas, qui en fait s'inscrit dans le label Why We Are Innovation de BNP Paribas, c'est la partie bancaire. Donc, c'est une équipe de banquiers exclusivement dédiée au suivi des sociétés innovantes. Donc, d'un point de vue financement, c'est le sujet de ce jour, mais aussi plus largement d'accompagnement sur des tas de sujets qui sont très prégnants chez les startups et puis d'une manière plus générale sur les sociétés innovantes qui sont un peu plus avancées. Merci beaucoup Léonie. On a également Pierre Chalambelval, donc qui est délégué régional innovation au niveau de la BPI France. Donc le lien entre le financement et la BPI semble assez évident, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Pierre ? Oui, bonjour à tous. Alors oui, peut-être pour rappeler le contexte, donc BPI France c'est une banque publique d'investissement, et la deep tech en fait a connu un fort développement ces 5 dernières années, avec notamment un momentum scientifique et technologique, un attrait plus fort des investisseurs, aussi une volonté politique comme le PIA en France ou H2020 en Europe. Et puis également un attrait plus fort pour l'entrepreneuriat qui touche aussi le monde de la recherche. Et donc la France dispose, à notre sens, d'atouts majeurs pour se positionner comme leader européen de la deep tech, de par la qualité de sa recherche et on va dire une dynamique d'investissement favorable. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'État a confié à BPI France le plan deep tech, qui vise clairement à booster la création de startups issues de la recherche publique. Voilà, donc on a mis en place un certain nombre de financements et d'accompagnements à destination des startups deep tech. Merci beaucoup Pierre. Nous avons également Oussama Bouraleb de Wilco en tant que programme manager. Donc Wilco accompagne des startups très en amont jusqu'à leur développement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle au sein de Wilco, Oussama ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, Wilco, un petit mot sur l'organisation. Donc, nous, on a un accélérateur de start-up. On a 2 fonctions. La première, c'est d'offrir un financement sous forme de prêt d'honneur qui est garanti par la BPI à taux zéro. Donc, on prête à peu près 100 000 euros à 100 startups par an. Et le second, c'est de conseiller ces entrepreneurs sur différents sujets sur une période de 1 à 3 ans. Avec pour vision d'emmener le maximum de projets vers leur premier million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce sur quoi on construit tous nos programmes. On est en 4 verticales, donc celles qui vont principalement vous intéresser parce qu'on y retrouve le plus de deep tech sont healthcare et industrie. Ensuite, on a retail digital. Donc sur ces 2 verticales, on a à peu près 30% de startups deep tech.
Et donc, ma fonction est de conseiller les startups, donc sur tout accélérateur, sur leur projet de levée de fonds et de recherche de financement non dilutif. Merci beaucoup, Oussama. On a également Alexis Angot, donc, qui est cofondateur d'INSEC. Donc, tu vas nous apporter, Alexis, la vision start-up au sein de ce webinaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire? Bonjour à tous. En effet, Alexis Angot, je suis l'un des 4 cofondateurs d'une société deep tech qui s'appelle Insect. J'en ai été le directeur administratif financier, le DAF, pendant à peu près 5 ans, puis le secrétaire général pendant à peu près 2 ans. Là, je viens de quitter mes fonctions opérationnelles il y a quelques mois. Et pendant ces 8 grosses années à Insect, j'ai pu lever en equity, donc en fonds dilutifs, qui dilue le capital, et en fonds non dilutifs, à peu près 200 millions d'euros. Donc voilà, je serais très heureux de pouvoir vous faire partager un petit peu de mon expérience sur comment mener un parcours de financement pour des entreprises, et particulièrement pour les entreprises deep tech qui ont des caractéristiques bien particulières. Voilà. Merci à tous de vous être présentés. Juste, je vous invite, avant de commencer à écouter les différentes interventions et les différentes réponses aux questions que l'on aura, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout au long du webinaire sur la section questions, et on en sélectionnera quelques-unes auxquelles on répondra en fin de webinaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous présenter sur la section chat, pardon. Voilà, comme ça, vous pouvez aussi savoir qui participe à ce webinaire. Donc, merci à tous. Du coup, on va pouvoir commencer pour répondre aux différentes questions. Pour commencer, Alexis, voilà, vous avez pris le parti chez INSEC d'investir beaucoup de temps sur la partie financement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les choix que vous avez faits, hein? Oui, alors peut-être un premier mot d'introduction. Il faut bien distinguer ce qu'on appelle en effet les financements dilutifs, donc qui vont diluer le capital. On va quelque part lâcher une partie des actions du pouvoir dans la société en échange d'augmentation de capital, donc de financement. Et puis, on a également des fonds dits non dilutifs qui ne vont pas vous diluer votre capital. Et il y a je dirais un panel de possibilités pour les fonds non dilutifs qui est assez conséquent, et particulièrement en France. Et le choix qu'on a fait à Insect, il est double. D'une part, il est de faire un énorme travail de collecte de fonds pendant souvent une grosse année, donc de fonds dilutifs, donc d'augmentation de capital. Et puis, dès que cette levée de fonds était réalisée, on a réalisé en tout 4 levées de fonds. Dès que la levée de fonds était réalisée, on se mettait tout de suite en recherche de fonds non dilutifs, c'est-à-dire qu'on allait chercher des prêts, des subventions, du leasing, ceci au niveau national, régional comme européen. Et en fait, vraiment je dirais le message clé qu'il faut retenir, c'est que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs ont souvent en tête qu'il faut lever des fonds, et ils ont en tête le fait de faire rentrer des investisseurs. C'est en effet extrêmement important. Mais ce qui est aussi extrêmement important, c'est de ne pas se reposer uniquement sur cette source de financement et d'aller chercher des fonds non dilutifs. Ils existent, ils sont encore une fois assez nombreux, ils ne sont pas forcément tous très très visibles, et je pense que en tout cas l'un des objectifs de ce séminaire, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'il y a un panel de possibilités qui est assez large, et si possible de vous faire retenir au moins quelques-uns d'entre eux que vous puissiez aller chercher dans vos premiers mois de développement de votre startup. Merci beaucoup, Alexis, sur voilà, cet éclairage sur les différents financements possibles. Oussama, toi qui accompagnes de nombreuses startups au sein de Wilco, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents types de financement que tu leur conseilles? Oui, bien sûr. Alors moi, je vais faire surtout compléter ce que dit Alexis. Je suis entièrement d'accord avec lui. Donc aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre de mécanismes financiers qu'on peut récolter lorsqu'on est une startup deep tech, on va dire relativement jeune. Donc des prêts non dilutifs. Par exemple, Wilco est un mécanisme de prêt donneur non dilutif auprès de la BPI. Pierre vous expliquera après les séquences de financement qu'il peut y avoir dans leur organisation, qui permet également de récupérer des fonds non dilutifs. Et tout ça va être adossé à de l'equity. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous voulez récupérer des prêts,
ces prêts sont quasiment systématiquement adossés à une levée de fonds. Donc, on peut faire des effets de levier à partir d'une levée de fonds, mais il est difficile de récolter, disons, plus de 100 000 euros en non dilutif sans avoir fait d'augmentation de capital. Donc, en général, ce qu'on constate sur les startups deep tech, c'est qu'il y a une durée de R&D qui est incompressible au début du projet, et c'est à ce moment-là qu'il est le plus douloureux, disons, de se financer, parce que peu d'investisseurs sont capables de se positionner à ce stade de maturité de l'entreprise. Donc voilà, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Il faut réussir à trouver disons le bon équilibre entre aller chercher des financements en equity et dette. Je prends l'exemple d'une startup avec qui j'étais hier, qui est à l'INRIA, et qui, à partir d'une petite levée de fonds de 400 000 euros, a réussi à récolter un montant global, si on compte l'iLab, les prêts d'honneur, prêts BPI, 1 million d'euros. Donc, c'est du 40% equity, 60% non dilutif. Donc, voilà, c'est des mécanismes qui sont envisageables sous couvert de bien connaître, bien s'informer sur ce qui existe en termes de financement. Merci beaucoup, Oussama, de nous avoir éclairé sur les différents types de financement et sur l'importance de combiner ces financements. Pierre, à la BPI, votre métier, c'est de participer au financement des startups. Quelle est ta vision sur ces différents financements, ces différents parcours? Et est-ce que finalement, ce sont les mêmes suivant les stades et les phases de la vie d'une startup? Alors, oui, effectivement, en fait, nous, on a tendance à découper un petit peu la vie d'une startup en plusieurs phases. Et en fait, à chaque phase de développement de cette startup, il y a une offre de financement ou une offre d'accompagnement. Aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt le financement, donc je m'attarde sur le financement. On va notamment avoir la première phase, qui est la phase de faisabilité. Toute startup qui se crée a une phase de faisabilité où on va commencer à dérisquer le projet, essayer de financer le transfert d'une technologie, les études de faisabilité, l'achat de licence, la R&D sur un POC, etc. Donc, en face de cette phase de faisabilité, on a des financements sur lesquels je reviendrai plus tard. Vous avez aussi la phase de développement, ce qu'on appelle développement, c'est mener des programmes de R&D, mener des phases de test, sortir un MVP, tester les marchés. Et puis ensuite, vous avez la phase d'industrialisation. Donc là, vous avez quand même bien dérisqué le projet, il n'y a plus de risque technologique, ou en tout cas très peu, et on passe en phase d'industrialisation. Et donc l'idée là, c'est de concevoir le processus de fabrication, obtenir des certifications, et ensuite vous avez la phase de commercialisation, où là, vous allez rencontrer réellement le marché, et voilà, on espère que le projet fonctionnera bien. Et donc vraiment, je rappelle, à chaque phase de développement, vous avez une offre de financement adéquat, et comme l'a rappelé Oussama et Alexis, il est important vraiment que nous, on puisse fonctionner sur des fonds propres. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir le capital pour que vous puissiez avoir des fonds propres et ensuite aller faire cet effet de levier. Merci beaucoup, Pierre, pour cet éclairage. On voit que les startups peuvent avoir accès à de nombreux types de financement. On sait que les startups deep tech, elles ont des parcours vraiment très, très spécifiques. Est-ce que, Pierre, tu peux nous éclairer un peu sur les spécificités des startups deep tech? Oui, alors peut-être surtout rappeler en fait du coup la définition au sens de BPI France d'une startup deep tech. Alors nous on regarde vraiment beaucoup le lien avec le monde de la recherche. Ça c'est très important. On veut que les innovations sortent du monde de la recherche, du monde scientifique. Donc est-ce qu'elle est issue d'un laboratoire de recherche? Est-ce qu'on s'appuie sur une équipe ou une gouvernance qui est en lien fort avec ce monde scientifique? Est-ce qu'il y a des profils scientifiques, des profils techniques, etc. Ensuite, on va regarder quelles sont les barrières à l'entrée. Voilà. Est-ce qu'elles sont matérialisées par des verrous technologiques difficiles à lever et à reproduire? Ça, c'est très important également. Et ensuite, on regarde si ces verrous technologiques et si cette technologie apporte vraiment un avantage fortement différenciateur par rapport à la concurrence. Si c'est pour reproduire ce que fait la concurrence, c'est pas la peine. Et enfin, toutes les startups deep tech sont caractérisées par un go-to-market qui est très long. On en a parlé des phases. Il y a la phase de faisabilité, développement, etc. Industrialisation. Tout ça, c'est long et complexe, et donc c'est très capitalistique, ce qui représente vraiment une startup deep tech.
Merci beaucoup Pierre. Donc tu insistes bien sur les spécificités des startups deep tech et il faut tenir compte de ces spécificités lors des financements et des recherches de financement. Alexis, voilà, quelle autre spécificité aussi tu as observé au travers d'Insect et finalement comment tu as intégré ces spécificités de la startup deep tech dans vos parcours de financement? Oui, c'est un gros sujet. En tant que startup deep tech, on a quand même, comme l'a rappelé Pierre, un certain nombre de caractéristiques qui font que la stratégie pour se financer va pas être exactement la même que pour des startups qui ne sont pas deep tech et qui ont souvent notamment un go-to-market plus rapide. Ça se traduit notamment par le fait qu'il faut aller chercher des investisseurs qui vont s'inscrire dans le long terme, des investisseurs qui vont pouvoir accompagner la deep tech sur la durée. Quand je dis de long terme, très concrètement, ça veut dire que vous allez, en tant qu'entrepreneur, vous allez peut-être amené à faire plusieurs levées de fonds et très souvent, vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires ou très peu de chiffre d'affaires, au moins jusqu'à la deuxième, voire troisième levée de fonds. Et donc, un investisseur qui n'est pas, je dirais, ouvert à ce fait qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que l'entreprise va faire des pertes pendant un temps quand même assez conséquent, ne sera pas enclin à investir dans votre société. Et vous avez tout intérêt à aller chercher des investisseurs qui ont compris cette spécificité de votre société. Et un petit point également que je souhaiterais ajouter, de caractéristiques, je dirais, des deep tech, c'est que bien souvent, elles font face à un contexte réglementaire qui est encore un petit peu flou, balbutiant. La technologie venant rompre pas mal de barrières, elle se trouve dans un univers réglementaire qui n'est pas encore adapté à cette nouvelle réalité. Et dans notre cas, à Insect, très concrètement, on a été amené à mettre en place un syndicat professionnel à Bruxelles de manière à faire, je dirais, changer la réglementation qui, jusqu'à ce qu'on tape à leur porte, ne permettait pas à nos produits d'être mis sur le marché. Et c'est très fréquent pour les deep tech qu'en plus de ce sujet de financement, en plus de ce sujet technique, industriel, il faille s'atteler à cette problématique réglementaire de manière à pouvoir mettre sur le marché son produit ou son service. Merci beaucoup Pierre et Alexis d'insister sur ces spécificités qu'il faut vraiment tenir compte lors des financements. Et on se dit que si une startup deep tech n'intègre pas ces spécificités, elle risque de rencontrer certaines difficultés. Est-ce que quelles sont finalement un peu les erreurs ou les difficultés que l'on peut rencontrer? Est-ce que Oussama, donc toi qui vois de nombreuses startups deep tech, est-ce que tu peux nous éclairer sur ces erreurs? Oui, bien sûr. Alors, je dirais qu'il y a deux grosses difficultés qu'on rencontre sur les boîtes vraiment technologiques. La première, ça c'est un truc qu'on peut retrouver par exemple chez des entrepreneurs qui partent de travaux de thèse ou de recherche poussée, c'est de partir de cette technologie et de valoriser cette technologie sans présenter de cas d'usage. Alors ça, c'est un cas qui revient assez souvent et qui va être, pour l'interlocuteur en face, difficile à comprendre. Donc, en gros, vous avez fait le travail de fond, vous disposez d'un asset technologique fort, mais vous n'avez pas encore identifié de use case business, donc vraiment de cas d'usage réels que peut-être vous avez mis en place ou des clients vous ont exposé. Là-dessus, il va être difficile pour un financier, un investisseur de se positionner juste à partir d'une technologie. La technologie doit être un moyen de servir quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on va chercher à regarder. C'est à quoi sert en fait votre technologie et pas qu'est-ce qu'il y a dans votre technologie. Le deuxième point, c'est que il y a, disons, un peu plus de négligence sur l'histoire qu'on va raconter autour du produit. Donc, en gros, la forme et le fond. Sur la forme, on retrouve beaucoup de deep tech à nouveau qui se disent voilà, je vois un projet qui part de cette techno et ça a énormément de valeur. Donc, disons, entre guillemets, le travail sur la forme va être un peu négligé. Le travail sur la forme est aussi, voire plus important pour un financier
que votre asset technologique, et ça c'est un point qu'il ne faut pas oublier, lever des fonds, rechercher les financements, c'est un exercice qui se prépare. Et lors de cet exercice de préparation, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est vulgariser au maximum votre technologie, présenter des use cases réels, concrets, et au final simplifier votre narratif pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc ça, c'est un peu l'exercice auquel on s'attelle avec nos deep tech. Et je dirais qu'il y a un tout dernier point qui est plutôt une erreur cette fois, c'est, disons que durant votre phase de R&D, si vous avez besoin de 10 millions d'euros sur 4 ans, bah, il peut être malin, disons, de séquencer ce besoin de financement en, par exemple, 2 à 3 levées de fonds, où vous présentez, suivant des jalons de développement produit, des besoins de financement qui vont être, bah, le premier va être d'1 million, le suivant de 3, le dernier de 4. À la fin, vous arrivez sur une enveloppe globale de 8, 9, 10, mais ça suit votre roadmap de développement, votre traction client pré-commercialisation. Vous ne présentez pas un besoin bloc d'un coup de 10 millions d'euros. Donc, pensez à séquencer votre besoin de financement en fonction de vos jalons d'évolution durant cette phase de R&D. Merci beaucoup, Oussama, de souligner l'importance des spécificités des startups deep tech et dont l'importance aussi pour bien convaincre les investisseurs de vulgariser les technologies. Est-ce que, Alexis, chez Insect, tu avais une place particulière justement pour valoriser Insect? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je vais rebondir sur ce que disait Oussama. Moi, j'étais des 4 cofondateurs, le seul qui n'était pas ingénieur. Et j'ai vraiment assez rapidement pris conscience du besoin de faire un gros travail de vulgarisation. Mes cofondateurs ingénieurs ayant parfois des difficultés à traduire en mots et en termes simples la complexité de la technologie que l'on développait. Et en fait, on se rend très rapidement compte que sans narratif, sans un bon storytelling, pour dire un gros mot, la techno, en fait, elle demeure, incomprise par les financeurs, notamment par les investisseurs. Et donc, si elle est pas comprise par le financeur ne va pas la financer et donc le développement ne va pas pouvoir se faire. Et donc, si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs, c'est peut-être, en tout cas, nous, c'est la trajectoire qu'on a suivie, de présenter l'entreprise, la start-up, dans des concours. En fait, c'est un très, très bon exercice parce que le concours, ça va être un temps de présentation qui va être très court. On va faire face à un panel souvent assez mélangé, avec notamment des investisseurs, des financeurs, des gens, des politiques, des personnes qui n'ont pas un bagage technique ou scientifique. Et au fur et à mesure qu'on s'exerce à ce pitch, notamment lors de concours, on apprend à connaître les mots qui marchent, les mots qui ne marchent pas, les arguments qui fonctionnent, les arguments qui ne fonctionnent pas. Et puis enfin, pour rebondir également sur ce que disait Oussama, je trouve que en tant que startup deep tech, on se doit d'avoir une roadmap financière extrêmement claire. Et moi, c'est vrai que j'accompagne un certain nombre de startups et je constate que souvent la roadmap technique est très bien calée, elle est très claire dans la tête, notamment de ces cerveaux scientifiques, mais que l'adéquation avec la roadmap financière est souvent un petit peu plus bancale. Et donc, j'insiste à nouveau sur ce qu'a dit Oussama, veillez bien à caler votre roadmap financière sur vos milestones, sur vos jalons techno. Sans ça, en fait, la techno peut rester une très très belle ambition, un très beau rêve, mais ne verra pas le jour et ne sera pas une belle réalité. Merci beaucoup, Alexis. En effet, là, on voit l'importance de montrer à la fois les usages et la valeur ajoutée que peut apporter la technologie pour rechercher des financements. Est-ce que, Léonie, d'un point de vue d'une banque aussi, quelles sont les autres erreurs que les startups peuvent éviter dans cette recherche de financement? Alors déjà, la première erreur, c'est finalement de s'adresser à un banquier qui n'est pas spécialisé, dédié à l'innovation.
Aujourd'hui, la plupart des banques, à commencer par nous sommes dotés d'un dispositif spécifique. Donc, en fait, il ne faut pas pousser la porte d'une agence comme ça, ou en tout cas, il faut la pousser et demander à parler à quelqu'un qui, effectivement, est susceptible d'appréhender les sujets, qui a cette connaissance des mécanismes. La seconde erreur, c'est effectivement d'attendre d'avoir consommé tout son cash pour venir solliciter un financement. Alors, il ne faut pas venir trop tôt non plus, parce que il faut pas, effectivement, tant qu'on n'a pas levé et qu'on n'a pas entamé sa phase de développement commercial, il est un peu tôt pour solliciter du financement bancaire pur, parce que le banquier n'est pas là pour se substituer à l'actionnaire. Pour autant, effectivement, il faut travailler les deux concomitamment. Alexis le disait très bien tout à l'heure, c'est de dire je travaille ma levée et en parallèle, je commence à regarder et à activer auprès de la BPI, de ma banque traditionnelle, des différents organismes susceptibles de m'apporter du non dilutif. Je dis, ben voilà, si je lève tant, combien vous pourriez me faire, etc. Donc, ne pas attendre d'avoir consommé tout son cash pour dire, ah ben maintenant, je vais aller chercher des solutions auprès de mes financiers. Ça se fait vraiment dans le même espace-temps, hein. Voilà. Une autre erreur, c'est de pas suffisamment travailler son BP et son plan de trésorerie. Alors, tout le monde n'est pas directeur financier. Quand on se crée, qu'on est une petite start-up, on n'est pas forcément staffé avec un véritable CFO. Pour autant, il faut travailler, il faut se faire aider. Il y a des gens qui font ça très bien. Wilco fait ça très bien pour accompagner les start-up, d'avoir un véritable plan de trésorerie, un véritable budget prévisionnel, des choses qui se tiennent et pas 3 lignes dans un tableau Excel. C'est un exercice qui force à se poser les bonnes questions, à bien réfléchir. Alors, on sait que de toute façon, un budget prévisionnel, ça sera aussi pour nous banquiers le moyen de challenger, de voir un an après dans quelle mesure il a été réalisé, s'il est tenu ou pas. Et ça, c'est un point très important qu'on regarde beaucoup. Il ne faut pas négliger non plus les aspects de compliance et réglementaire. Alexis en a parlé. Si vous avez une activité aussi géniale soit-elle, mais qui n'est pas bordée, dont on sait qu'elle va poser des problèmes au regard de la réglementation, au regard de la morale ou pas aux caisses, c'est un souci. Donc, il faut vraiment baquer ces aspects-là. Voilà. Je crois que je vous ai dit les principaux écueils à notre niveau. Merci beaucoup Léonie pour cet éclairage d'un point de vue d'une banque. Olivier, toi en tant que fonds corporate, fonds d'investissement corporate, pardon, quels sont les conseils que tu donnerais justement pour convaincre les organismes de financer les startups deep tech? Alors, je vais essayer d'être complémentaire à toutes les bonnes paroles qui ont été prêchées avant. Alors, en type de conseils, je vais commencer par peut-être vous expliquer un petit peu le contexte et les spécificités. Alors moi, je vais vous parler plus d'un financement, on va dire, post-SMH. Donc, où la projection et l'action de fonds d'investissement peuvent être relativement différents en fonction de se mettre en SMH ou post-SMH. En post-SMH, un fonds d'investissement tel que le nôtre va se projeter assez loin, en fait. On va aller dans une entreprise en se projetant sur une activité qui peut aller jusqu'à 10 ans, où on va passer plein de phases de l'évolution de l'entreprise, donc de la partie purement techno, presque R&D, jusqu'à une partie vraiment commerciale établie avec un business bien avancé qui peut justifier soit une acquisition, soit une mise sur le marché boursier, soit quelque chose comme ça. Dans ce laps de temps d'investissement, on imagine que le fonds va pas seulement rentrer au capital à un moment donné, on va l'accompagner avec différents refinancements et tant qu'on pourra l'accompagner dans la vie de la société. Et pour ce faire, on a besoin de voir assez clair, assez loin, et on a besoin de se monter un capital confiance très important avec la société quand on investit. Donc, il faut bien comprendre ce schéma-là pour les startups, pour qu'ils comprennent un petit peu le raisonnement que va prendre le fonds d'investissement pour finalement participer ou pas au financement de la société. Alors pour ça, il faut se monter un capital confiance qui va aller sur tous les pans possibles qu'on peut imaginer du fonctionnement d'une société. Ça va bien évidemment de la techno, mais souvent pas que la techno. Et je vois souvent le cas de figure où les sociétés viennent avec une belle techno, avec souvent des bons cas d'usage, mais on s'arrête là. Donc on voit pas, on s'est pas projeté sur un business plan, peut-être le contexte concurrentiel, les évolutions réglementaires, l'équipe management et tout le reste. Donc, il faut que nous, on puisse voir et comprendre
tout cet écosystème qui va être monté, qu'on puisse avoir confiance en le fait que la société puisse grandir et évoluer avec le business qu'elle va monter et donc les changements de phase qu'elle devra avoir pour que l'on puisse se projeter et qu'on imagine qu'on puisse mettre de l'argent au départ et qu'on remette après. Parce pour un fonds d'investissement comme nous, si on investit à un moment donné au départ et qu'on n'a plus confiance et qu'on arrête d'investir, c'est un risque important de se faire diluer et donc du coup pas s'y retrouver en finale. Donc il faut qu'on puisse se projeter, pas seulement pour rentrer un tour maintenant, mais jusqu'à la fin. Et ça, c'est un exercice qui est assez, qui est assez différent de ce qu'on peut imaginer et qui demande, encore une fois, et j'insiste sur le mot, un capital confiance très fort, qui va aussi avec une bonne transparence des documents et des infos données au moment de la levée de fonds. Merci beaucoup, Olivier, d'insister sur l'importance de se projeter et du coup de projeter les investisseurs dans une relation de confiance et dans une relation de long terme et d'années qui s'écoulent. Je vous invite juste avant de passer sur une autre partie de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur la section questions et on y répondra à la fin des interventions. Donc, on a vu dans cette première partie du webinaire qu'il était important d'affiner sa stratégie d'investissement et quels étaient les conseils à avoir pour aborder cette partie financement. Là, on va plutôt maintenant parler sur les modes de financement possibles et les types de financement possibles. Donc maintenant, face à ces différentes spécificités des startups deep tech, est-ce que Pierre, tu peux nous en dire un peu plus sur ces types de financement? Oui, alors les types de financement propres à BPI France, ils sont de trois types. Donc, vous avez soit les concours, soit ce qu'on appelle les bourses ou les aides à l'innovation, soit les prêts ou mécanismes dossés. Pour reprendre un petit peu les phases du cycle de vie d'une startup, en phase de faisabilité, on va déjà se concentrer sur deux financements. Ça va être la bourse French Tech Émergence, qui est une subvention qui peut aller jusqu'à 90 000 € et qui est vraiment là pour donc financer des startups deep tech et financer vraiment l'aide à la faisabilité. Donc, c'est vraiment la première chose à aller chercher, à essayer d'obtenir, c'est la bourse French Tech Émergence. Ensuite, quand votre projet, on va dire, a été dérisqué sur une première phase de faisabilité, vous avez le concours iLab qui est très important et pour lequel il y a beaucoup de candidatures. Il faut savoir que le jury est sévère et donc il y a une forte sélectivité, mais c'est très intéressant puisque vous pouvez aller obtenir jusque 450 000 € de subvention. Je rappelle que la subvention, ça ne se rembourse pas. Et c'est un produit qui rentre dans votre compte de résultat, donc ça aide à financer un petit peu les pertes. Donc ces deux subventions sont assez importantes et donc plutôt sur des phases de faisabilité. Ensuite, vous avez un mécanisme dossé que BPI France a mis en place. Je pourrais même dire un petit peu inventé. C'est un mécanisme dossé quasi automatique. En fait, où on va s'adosser sur une première levée de fonds en seed auprès d'investisseurs, business angels, et où nous, on va pouvoir s'adosser sur cette levée de fonds pour mettre en place des OC jusqu'à 250 000 €. Ces OC, elles n'ont pas pour vocation à être converties puisque c'est un mécanisme de masse qui est vraiment fait pour financer les startups deep tech au moment où elles en ont le plus besoin. C'est des OC qui sont avec des intérêts capitalisés à 7%. Ensuite, pour la phase de développement, vous avez les aides au développement deep tech. Alors ça, c'est très intéressant aussi, très incitatif, puisque c'est un mix de subventions et d'avances récupérables. Donc l'avance récupérable est remboursable, la subvention ne l'est pas. En général, on est sur 50-50, et donc on peut aller jusqu'à des financements de 2 millions d'euros pour des projets qui sont très ambitieux. Et enfin, quand vous êtes vous avez passé toute cette phase de R&D, que vous avez commencé à amorcer le chiffre d'affaires,
vous allez chercher de nouvelles levées de fonds. Nous, on va pouvoir s'adosser sur ces nouvelles levées de fonds pour mettre en place des prêts qui, eux, sont destinés plutôt à booster la commercialisation. Et donc, on appelle ça les prêts d'amorçage, où vous pouvez aller chercher jusqu'à 500 000 euros après une levée de fonds, par exemple. Et en général, c'est 50% du montant de la levée de fonds. Voilà. Et puis enfin, vous avez le concours d'innovation qui est là plutôt pour des programmes de recherche et développement assez matures, voilà, pour poursuivre la R&D, puisque une startup deep tech ne se repose jamais sur ses lauriers. Merci beaucoup Pierre pour cet éclairage des différents types de financement. Léonie, toi tu avais aussi un avis à partager par rapport à tout ce qui est financement non dilutif. Est-ce que tu peux nous donner du coup quelques éléments supplémentaires ? Oui, alors, donc sur la partie, quand vous êtes effectivement en phase d'amorçage, vous n'avez pas encore démarré la commercialisation, on peut avoir des mécanismes ponctuels sur des solutions de court terme. Ça peut être par exemple, j'ai obtenu une subvention de tel ou tel organisme, j'ai un document qui atteste qu'effectivement la subvention va m'être attribuée, mais pour des raisons XY, les fonds ne me seront versés que dans 3 mois. D'ici là, j'ai un trou de trésorerie. Nous, on va pouvoir regarder si on est en mesure de financer en tout ou partie la subvention en question, d'accord, pour bridger en attendant la réception des fonds. Alors ça, c'est vrai, ça peut être vrai pour des subventions, ça peut être vrai pour du crédit d'impôt recherche, ça peut être vrai pour un certain nombre de mécanismes comme ça. Donc ça, ce sont des mécanismes court terme. Ensuite, quand vous serez plus avancé et que vous aurez démarré le démarrage, vous aurez démarré commercialement, si vous êtes sur des modèles B2B, eh bien, on peut regarder des solutions d'affacturage qui consistent à vous financer des factures qui ont été émises, la prestation a été réalisée, mais pour autant, vous ne percevrez les fonds qu'à 60 jours parce qu'effectivement, le grand groupe pour lequel vous travaillez ne vous paiera que dans 2 mois. Ça, c'est les solutions court terme. Ensuite, en solution moyen terme, on en a parlé tout à l'heure, donc il va s'agir de mettre en place des financements concomitamment ou juste après, si vous voulez, des levées de fonds. Donc, on regarde la faisabilité et là, en général, on fait des prêts qui sont sur 36 ou 48 mois avec une contre-garantie de la BPI. Et ça, c'est nous qui nous en occupons. C'est-à-dire que autant les financements que vous sollicitez auprès de la BPI, c'est vous qui montez votre dossier auprès de la BPI, autant quand vous sollicitez un financement bancaire et que la banque va essayer de rechercher une contre-garantie de la BPI à hauteur de 50% en général. Là, c'est transparent pour vous. Enfin, vous êtes au courant, bien évidemment, mais c'est la banque qui en fait la demande. Voilà. Et puis, un dernier point, c'est qu'il ne faut pas du tout écarter. Il y a plein de solutions de financement qui sont assez faciles à obtenir, qui sont pas du prêt en tant que tel, qui sont des solutions de leasing, de location longue durée ou de location financière. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a des fois, si vous voulez, des startups qui vont brûler des fonds inutilement sur des choses qu'elles auraient pu financer facilement. Je pense par exemple à du matériel informatique, je pense à des imprimantes 3D, je pense à des machines. Toutes ces choses-là, vu que d'un point de vue légal, c'est le financeur qui demeure propriétaire du matériel et en fait vous payez un loyer, finalement c'est plus simple en tout cas à obtenir que du financement traditionnel. Donc, il faut toujours penser à ça, se dire, OK, là, j'ai une équipe de 20 personnes, on va monter à 50. Est-ce que plutôt que d'équiper tout le monde avec des devices en utilisant les fonds issus de la levée, est-ce que je peux pas solliciter mon banquier pour essayer de voir si une solution de leasing ou de location financière est envisageable? Voilà. Merci beaucoup Léonie. On voit là, avec toi Léonie et Pierre la multiplicité de ces financements. Alexis, avec Insect et votre start-up, vous avez testé de nombreux types de financement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être ceux qui ont bien fonctionné et ceux que vous avez utilisés? Oui, alors c'est vrai que moi j'étais un peu une machine à aller chercher les financements, hein. Donc je passais ma journée à ça et quasiment, tout ce qui a été cité jusque-là, comme différents types de financement, je suis allé les solliciter. Et j'invite vraiment les entrepreneurs, si possible, à identifier quelqu'un au sein de leur équipe de fondateurs, ou en tout cas au sein de leur comité de direction très rapproché, et de donner cette responsabilité à une personne que d'aller chercher un maximum de financement. Peut-être pour en compléter encore le panel des financements, alors il y a des choses qui ont déjà été mentionnées, mais sur lesquelles je vais peut-être un petit peu réinsister. C'est donc au-delà
du capital, des levées de fonds, au-delà des financements non dilutifs, notamment proposés par BPI France, il faut penser au financement de la recherche. Le financement de la recherche, c'est quoi? C'est des crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Il y a un certain nombre de crédits aussi quand on fait un certain nombre de recrutements, des aides qui ont été mises en place notamment pour le recrutement des jeunes très, très récemment. Il faut également penser au financement européen. Les Français ne sont pas les meilleurs pour aller chercher les financements européens. Les financements européens ne sont pas forcément simples à obtenir. Pour autant, moi, j'invite beaucoup les entrepreneurs que j'accompagne à souvent solliciter et la BPI et des financements européens. Les deux financements ne seront pas forcément compatibles, et auquel cas, si jamais on obtient les deux, il y en a peut-être un des deux qu'on devra abandonner, mais ça laisse 2 fois plus de chances de financer notamment un programme de recherche. Et souvent, c'est à peu près le même dossier qu'il faut monter. Il y en a peut-être celui européen qu'il faudra rédiger en anglais, mais pour autant, on peut gagner comme ça une probabilité supplémentaire d'avoir un financement et de sécuriser un financement. Et enfin, le dernier point sur lequel je souhaitais insister, Léonie l'a dit, mais je vais réinsister dessus, le leasing. Pour les deep tech, sont des sociétés qui bien souvent achètent du matériel et du gros matériel. C'est quand même très dommage d'acheter une machine 10 000 € quand on peut taper à la porte de son banquier, lui demander que ce soit lui qui paye les 10 000 € et nous, on va payer un loyer tous les mois ou tous les trimestres de X centaines d'euros de manière à payer finalement ces 10 000 € sur une durée de 4 ou 5 ans. Nous, on l'a beaucoup utilisé à Insect et là, vraiment, c'est l'importance de la relation que vous avez avec votre banquier et je vous invite grandement, en effet, à taper à la porte d'un banquier qui sait ce que c'est que l'innovation, qui sait ce que c'est que les startups. Si vous tapez à la porte de votre agence locale, elle n'aura peut-être même pas connaissance d'un certain nombre de dispositifs. Donc, allez voir des gens qui sont spécialistes de ces financements bancaires pour les startups. Voilà. Merci beaucoup Alexis, en effet, de souligner l'importance de la relation avec la banque. Léonie, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que peut offrir une banque et notamment par rapport aux startups deep tech? Oui. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de financement. Donc, le financement, c'est bien évidemment le nerf de la guerre. Mais au-delà de ça, il est important d'être accompagné d'un banquier dédié à l'innovation parce qu'il va y avoir un panel d'offres qui dépasse largement le cadre du financement non dilutif. Alors, par exemple, chez BNP Paribas, donc nous avons un label qui s'appelle Y, qui a plusieurs briques, plusieurs verticales. Alors, il y a par exemple une verticale d'hébergement, c'est-à-dire que nous pouvons accueillir des startups dans 2 endroits dédiés à Paris et à Massy. On a également, si vous voulez, des solutions de cash management et ça, c'est fondamental parce que selon l'état d'avancement de la startup, selon le business model qu'elle prévoit. Alors, business model, c'est-à-dire que selon qu'elle va être sur du B2C ou du B2B, selon qu'elle va être en modèle SaaS ou pas, selon qu'elle va avoir des magasins physiques ou pas, et ben les solutions télématiques et monétiques pour gérer son cash et qu'elle fonctionne purement et simplement, elles vont être très différentes. Donc ça, c'est important. Nous sommes équipés de chargés d'affaires cash management qui sont en mesure de bien appréhender ces choses-là et qui ont un background important en matière d'innovation. L'un des points fondamentaux aussi, c'est la réactivité. Il y a des choses qu'on retrouve de manière très récurrente chez les startups. Alors, par exemple, les levées de fonds. Les levées de fonds, ça a l'air de rien, mais selon que vous levez avec 3 VC ou avec 50 business angels, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on va devoir vous ouvrir un compte dédié, remplir un certain nombre de formalités d'un point de vue légal et réglementaire. Et ça, normalement, toutes les banques savent le faire, mais on le fait avec une réactivité accrue parce qu'en fait, on fait ça tous les jours. Et donc, si vous voulez pas attendre 1 mois avant d'avoir votre certificat de dépositaire qui va vous permettre de continuer vos démarches, il faut vraiment être avec une banque qui est très réactive sur ces points-là. Un autre exemple, c'est que le start-upper, il déménage tout le temps. Il démarre tout seul dans sa chambre de bonne, et puis après, il a un copain, ensuite ils sont 10, ils sont 50, etc. Donc, ça fait des déménagements. Et donc, qui dit déménagement, même si la période est un peu particulière et qu'il y a beaucoup de gens en remote, qui dit déménagement dit besoin de garantie de loyer. C'est pareil, ça, c'est un exercice qu'on connaît par cœur et qu'on fait très fréquemment. Voilà. On a parlé des financements non dilutifs, pardon. Et puis, on a également donc des briques de financement dilutifs, c'est-à-dire que BNP Paribas Développement, qui est notre filiale, s'est doté d'une poche venture il y a maintenant 4-5 ans et donc met des tickets dans les entreprises. Voilà. Et puis, après, une fois que vous avez démarré, que vous avez pris votre envol, on a des solutions qui sont haut de bilan et on va jusqu'à l'IPO, ce que je souhaite à tous nos interlocuteurs d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Léonie, de nous montrer les vraiment différentes typologies de financement qu'une banque peut offrir. On voit vraiment cette diversité et ces aides que l'on peut avoir. Aujourd'hui, de plus en plus de grands groupes ont des fonds d'investissement du coup corporate. Finalement, que doit faire une start-up pour convaincre ces fonds d'investissement et qu'est-ce que ces fonds d'investissement peuvent offrir? Est-ce que, Olivier, donc tu peux nous donner ton avis en tant que directeur d'investissement chez Aliad? Alors, j'en ai déjà pas mal développé sur l'approche et la capacité à la start-up de se mettre un peu dans les chaussures de l'investisseur et comprendre un peu le raisonnement dans lequel qui va amener à décider d'investir ou pas dans une société. Encore une fois, donc important de bien comprendre que un fonds d'investissement, un VC ou CVC, donc corporate, on va se projeter à souvent à peu près 10 ans. Donc on se projette à accompagner une startup à peu près entre 3 et 10 ans. Donc c'est un temps long, donc il faut vraiment qu'on puisse se projeter et avoir les bons outils qui nous permettent de le faire. Et puis le bon contact avec les personnes où on a même qu'on puisse projeter non seulement la société, mais les personnes qui sont dans la société, parce que c'est aussi important. On investit autant dans les personnes que dans le produit, en fait, au final. Si ce n'est pas plus dans les personnes, en fait, que dans le produit. Sur l'autre spécificité qu'on va avoir, alors pour nous particulièrement, alors je parle d'un fonds corporate, c'est la capacité à se projeter avec des interactions avec le groupe. Donc pour nous, en l'occurrence, c'est Air Liquide. Donc on a besoin de comprendre et de s'assurer que la société sera en pleine adéquation avec la stratégie du groupe dans un produit, dans un marché donné. Et qu'on peut imaginer une collaboration forte et longue entre deux. Donc pour ça, il faut qu'on puisse mettre en place une collaboration technique qui peut être financière ou autre, qui soit par des contrats commerciaux, soit des contrats de fourniture d'équipement, soit des contrats de recherche et développement. Et donc la confiance dont on parle là, elle doit se faire non seulement avec le fonds d'investissement du coup, mais aussi avec les opérationnels du groupe Air Liquide, ce qui complique un petit peu l'opération. Par contre, l'intérêt, c'est que du coup, à l'entrée d'un fonds CVC, on prend pas seulement un partenaire financier, on prend un partenaire industriel, ce qui fait une grosse différence. Et donc, ce qui fait la complémentarité entre un fonds financier et un fonds corporate. Merci beaucoup, Olivier, de montrer l'importance qu'a un fonds corporate dans ses recherches de financement et qui sont plus orientés relations et partenariats possibles, que ce soit à la fois sur la partie commerciale, sur la partie technique, sur la partie développement R&D. Merci à tous de nous avoir à la fois apporté des éléments sur la partie, quelle est la stratégie à adopter pour obtenir des financements et les différents modes de financement. Maintenant, ça va être l'heure des questions. Donc, je vais reprendre les différentes questions qui ont été posées dans le chat, pardon. Et donc, je vais vous inviter à y répondre. Donc, alors, hop. Donc, une des premières questions qui a été posée, c'est finalement de manière très globale, quelle est la meilleure stratégie à adopter pour éviter d'être trop dilué? Donc, je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question de stratégie, finalement, comment éviter d'avoir une dilution trop importante. Je peux peut-être donner les premiers éléments de réponse. Alors, on va réinsister finalement sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il faut faire un effet de levier le plus conséquent possible, de manière à, je dirais, financer au maximum la société en s'étant dilué le moins possible. Et pour ça, il faut avoir une très bonne connaissance de tous les types de financement. Il faut souvent, encore une fois, j'insiste dessus, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit dédiée à ça
le plus rapidement possible dans l'histoire de la société. C'est très rentable quelque part d'avoir quelqu'un qui soit dédié à ça, qui va chercher un maximum de financement non dilutif, de manière à faire encore une fois cet effet de levier maximum, et donc d'éviter in fine d'avoir à trop se diluer. Pour autant, je vais mettre un bémol à ce que je viens de dire. En tant que startup deep tech, sachez que vous allez forcément être relativement dilué versus des entreprises qui sont dans le digital, qui vont faire du chiffre d'affaires plus rapidement, qui sont sur des business moins risqués. Donc voilà, fondamentalement, en tant que startup deep tech, il faut accepter d'avoir une part de dilution forte parce que les investisseurs qui vont rentrer à bord, ils vont prendre un risque qui est conséquent et ils ne vont pas avoir un return rapidement. Ils savent que ça va prendre au moins une dizaine d'années avant de pouvoir revendre leur part, avant de pouvoir faire un exit. Donc voilà. Mais c'est d'abord et avant tout la passion normalement qui doit vous animer. La dilution est en effet une question extrêmement importante et c'est bien qu'elle soit posée. Mais voilà, il faut faire aussi ces arbitrages avec tous ces partenaires en fait qui vont venir, je dirais, être dans le même bateau que vous et vivre la même aventure que vous, certes avec un rôle différent, celui de financeur, mais qui vont quand même participer à cette belle histoire, je l'espère. Je poursuis par rapport, pardon Pierre, je vais te laisser, mais Oui. dans la même typologie de questions, finalement, quel est le bon mix le plus équilibré entre les fonds corporate, les fonds étrangers, etc., pour une startup deep tech? Pierre, du coup, tu souhaites en effet compléter Alexis et puis oui, c'était plutôt sur la question précédente, mais effectivement, il faut jouer sur le non dilutif. C'est très important. Je pense que la meilleure façon, en fait, d'optimiser les financements non dilutifs, c'est d'être très proche du chargé d'affaires BPI France, notamment, pour être au courant vraiment de tout ce qui se passe. Il y a des appels à projets, il y a des concours, et en fonction du développement de la startup, de ses preuves de marché, de ses preuves et ses acquis technologiques, c'est vraiment propre à chaque startup. Le chargé d'affaires va pouvoir aussi vous conseiller de postuler à tel ou tel concours et donc d'optimiser les financements non dilutifs. C'est vraiment très important, j'insiste dessus, d'échanger avec eux pour éviter aussi de se faire des idées et finalement de se lancer dans une espérance d'obtention de financement non dilutif qui pourrait en fait ne pas aboutir pour une raison ou pour une autre. Et donc voilà, l'idée c'est de maximiser l'échange en discutant. Si je peux juste rajouter un point encore là-dessus, c'est intéressant. Et c'est un sujet que je vois assez souvent dans les deep tech. Ne pas oublier que le meilleur moyen de limiter la dilution, c'est de faire du chiffre d'affaires le plus tôt possible. Donc il faut dans les plans de développement et dans la mesure du possible, bien évidemment, se garder la possibilité de commercialiser et de faire du chiffre, peut-être sur des petits produits ou des produits intermédiaires, mais pas attendre longtemps. Et s'il y a moyen de lancer le plus tôt possible une activité purement commerciale, c'est quand même le meilleur moyen de limiter la dilution. Et du coup, en effet, il y a une question qui va dans ce sens, c'est est-ce qu'on peut partir avec zéro pour trouver des fonds, finalement? Déjà, il faut un peu d'argent pour le capital social de la société. Donc, partir avec absolument zéro, Alors, techniquement, on peut créer une société avec 1 euro de capital. Maintenant, dans les faits, c'est quand même compliqué de partir avec absolument zéro. Maintenant, il faut quand même comprendre qu'en France, on a probablement l'écosystème ou l'un des écosystèmes au monde les plus propices au lancement de sociétés. Enfin, alors, on vit une période absolument incroyable avec des gens qui sont aujourd'hui prêts à investir, des structures comme la BPI qui sont hyper à l'écoute, qui mettent en place des produits très régulièrement, qui adaptent leurs produits à l'évolution de la société. Les obligations converties, par exemple, n'existaient pas il y a encore quelques temps, ou alors elles étaient très très confidentielles. Là, aujourd'hui, on a vraiment un produit qui est bien fichu. Encore une fois, on a un très très bel écosystème. Je ne pense pas que le financement est le premier des freins. Pour moi, à mon avis, le premier des freins, c'est de trouver la bonne idée et surtout de trouver les bons cofondateurs pour se lancer et d'aligner ses intérêts parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est du temps, c'est des nuits, c'est des week-ends. Donc voilà, posez-vous d'abord cette question-là. Si jamais vous avez la volonté et les bons cofondateurs, les financements que vous allez trouver, c'est pas une inquiétude en France.
Merci Alexis de souligner l'importance en effet de l'humain dans cette aventure des startups. Je reviens à une question du coup plus sur le financement et que j'évoquais tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce que vous conseillez comme mix? Qu'est-ce qui est le plus équilibré pour une startup deep tech? Juste, est-ce que tu peux repréciser, quand on dit mix, c'était entre des fonds étrangers, des fonds corporate, les VCC, etc. Je pense que c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce qu'elle dépend énormément du contexte de chacune des startups. Quelle est la technologie que vous développez, à quel point elle peut être très stratégique pour certains types de pays ou pas, à quel point elle est mondiale, à quel point la réglementation est adaptée dans une certaine zone géographique ou n'est pas adaptée dans une autre zone géographique, à quel point il existe déjà des gros industriels qui sont très intéressés par ce type de technologie ou pas. Donc, pour moi, c'est impossible de répondre de manière générale à cette question. La réponse sera adaptée en fait à chaque cas particulier et chaque deep tech est vraiment un cas particulier. D'accord. Est-ce que d'autres veulent réagir sur cette question complexe, en effet, et spécifique? Sinon, on a une question plus... Et juste pour enfoncer le clou d'Alexis, où je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de généralité. Ce qui est sûr, c'est par contre, il faut équilibrer. Il faut faire attention, il faut bien s'attacher à avoir un bon équilibre entre des fonds financiers, des fonds corporate, du dilutif, du non dilutif, national, international, suivant le contexte. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut surtout considérer que toutes les parties vont être bien souvent des conseils. Et donc, ces conseils, il vaut mieux qu'ils aient des centres d'intérêt et des références qui soient différentes parce qu'elles seront très complémentaires. Merci pour traiter justement cette partie financière. On a vu que ça demandait du temps. Et Alexis, tu insistais comme quoi vous étiez vraiment partagé et réparti les tâches et tu avais ce rôle-là. Est-ce qu'il y a vraiment besoin en interne d'avoir des compétences financières pour lever des fonds? En tout cas, il faut une appétence. Il faut une appétence. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un bac plus 15 en finance, mais il faut une appétence. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une appétence à aller faire financer la société et à se préoccuper de la manière dont la société va être financée sur un certain temps. Moi, je pose très souvent aux start-upers que j'accompagne la question de leur cash zéro. Très concrètement, quand est-ce qu'ils n'ont plus d'argent dans la société? Et à partir de cette question-là, on peut établir une roadmap financière, une sorte de rétro-planning financier, de manière à faire en sorte que la société ne soit jamais dans une situation de stress financier. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit accountable, qui soit vraiment responsable du fait que cette roadmap financière, elle soit respectée. Et donc, voilà, j'invite encore une fois fortement les start-upers à désigner quelqu'un qui prenne en charge cette responsabilité-là et qui soit vis-à-vis de ses autres cofondateurs responsable. Alors après, le boulot, il peut être réparti, hein, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui en ait la responsabilité, qui en ait le lead. Je pense que c'est vraiment très important. Et il y a des très très belles histoires, des très très belles technos qui ne marchent pas parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas posé bien les questions du financement. On allait voir son banquier trop tard, comme le disait Léonie. On n'a pas noué une bonne relation avec son chargé d'affaires, avec son chargé des pays, et on n'a pas compris que tel appel à projet, c'était il y a un mois, c'était pas dans 2 mois, et du coup on l'a loupé. Donc voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce travail-là de création de liens, de création de bonnes relations. Il faut discuter aussi avec ses investisseurs. Une fois que les investisseurs ils sont rentrés, ça s'arrête pas. Il faut discuter avec eux, il faut maintenir, il faut créer cette relation de confiance avec eux dans la durée. Et donc il faut passer du temps. C'est important. Ce que j'entends de ta réponse, Alexis, c'est que finalement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit garant de cette responsabilité financière, mais les compétences, après, peuvent être trouvées en s'appuyant sur différents organismes. Donc, on a parlé des pays, on a parlé de la banque, on a parlé de Wilco. Enfin, donc c'est important qu'il y ait une personne qui soit motrice, mais les compétences ne sont pas forcément dans la start-up. Je peux ajouter un mot. C'est vrai que
nous, ce qu'on constate de manière très régulière, c'est que sur une start-up jeune, en général, ce sont le ou les cofondateurs qui viennent nous voir et qui portent leur projet, qu'ils maîtrisent suffisamment bien pour nous solliciter. Alors, des fois, on doit faire un petit peu œuvre de pédagogie, effectivement, parce que si on vient nous voir en disant, voilà, j'ai 10 000 €, est-ce que vous me prêtez 2 millions tout de suite comme ça, effectivement, on va discuter. Mais pour autant, maintenant, il y a énormément d'accompagnement, d'accélérateurs, etc., qui sont capables d'apporter, je sais que Wilco a des sessions comme ça, qui sont capables de donner le vernis culturel financier à des gens qui sont ingénieurs de formation, par exemple, et qui ne l'avaient pas, d'accord? Et puis après, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, au fil de l'avancement de la start-up qui, petit à petit, prend de l'épaisseur, lève des fonds, etc., elle va souvent être amenée à se doter d'un véritable CFO, dont là, c'est le métier, voilà. Mais au démarrage, on a très rarement des financiers en face de nous, et ça se passe très bien. Merci Léonie de rassurer les startups dans ce sens. On a une question beaucoup plus spécifique sur la partie leasing. Est-ce qu'une machine de production qui est faite sur mesure, donc voilà, où c'est pas quelque chose qui est standard comme des ordinateurs comme vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est des choses qui peuvent être faites aussi en leasing ? Alors c'est une excellente question. Donc, on ne s'interdit rien, mais effectivement, quand vous venez nous solliciter pour du leasing, en fait, le matériel rentre dans une certaine catégorie, puisque l'idée, c'est que juridiquement, le financeur reste propriétaire, et donc, si jamais vous arrêtiez de payer les loyers, il est la possibilité de revendre le matériel. Donc, en fait, il y a des catégories, et plus un matériel se revend facilement, plus la catégorie est élevée, plus il est facile de le financer. Voilà. Donc, de toute façon, on regarde tout. Il faut venir nous voir. Effectivement, là, ce que je comprends de la question, c'est que c'est quelque chose quand même d'hyper spécifique, puisqu'on est sur du sur-mesure. Donc, qui dit hyper spécifique dit est-ce que derrière, on aurait une capacité de revente? Donc, c'est vraiment là le nœud du sujet. Donc, je vais pas vous dire non comme ça, parce que de toute façon, tout se regarde. Mais effectivement, ça risque d'être un peu plus compliqué que si on est sur des micros, des imprimantes 3D, des rayonnages, des robots qui peuvent avoir différentes applications. Merci beaucoup Léonie. On a une dernière question qui s'adresse à Aliad. Olivier, est-ce que la plupart des sociétés qui sont financées par Aliad font une IPO ou sont rachetées par Air Liquide? Et du coup, quels sont les exits possibles pour les sociétés financées par Aliad? Alors, il n'y a pas de règle. C'est la première réponse. Il n'y a pas de règle. La mission d'Aliad n'est pas vraiment de faire ce qu'on appelle du pre-M&A. Donc, on n'investit pas vraiment dans les sociétés pour les racheter. Et je ne l'ai peut-être pas précisé, mais c'est vrai qu'on ne fait que de l'investissement minoritaire. On ne dépasse pas les 20%. Donc, on ne se met pas dans une position favorable à un rachat. Donc, on favorise plus des partenariats à long terme, y compris après une sortie, qu'un rachat. Ceci étant, Air Liquide fait des achats et c'est peut-être d'autres entités qui vont le faire. Et puis, on ne se l'interdit pas de le faire via Aliad parce que le contexte peut évoluer dans la vie de la société. Alors après, pour le type de sortie, l'IPO est une des sorties. C'est pas forcément la plus fréquente pour les investissements qu'on fait, c'est plus les rachats par des groupes industriels. Ou par d'autres fonds d'investissement qui est souvent plus courante. Et ça dépend beaucoup du contexte, du type de produit et du contexte au moment de la sortie. Et ça, on ne le sait pas au début, puisque ça se passe souvent encore une fois, entre 3 et 10 ans après. Donc, difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien, malgré tout, de l'avoir en tête au départ. C'est toujours mieux d'acter l'évolution de la société, la structure du capital des actionnaires en fonction de ce qu'on veut faire derrière. Ça donne une certaine visibilité. Typiquement, une IPO peut-être plus forte si on est sur un marché, on va dire, plus anglo-saxon. Donc, on va peut-être faire entrer des acteurs anglo-saxons au capital pour favoriser. Donc, il y a certains points qui peuvent aider et c'est bien de l'avoir en tête en tout cas, un levée de fonds. Peut-être pas la première, mais dans les dernières levées de fonds, c'est important d'avoir en tête. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Avant de conclure ce webinaire, voilà, je souhaiterais que
nos intervenants puissent partager quelques recommandations ou quelques éléments clés que vous souhaiteriez donner aux participants, à ceux qui nous écoutent, aux startups. Voilà. Est-ce que, Oussama, tu veux commencer peut-être pour donner un petit peu ces recommandations par rapport au financement? Oui, alors je vais le faire de manière assez scolaire pour qu'on puisse en tirer une sorte de synthèse. Donc le premier élément pour moi, c'est donc bien s'informer sur les mécanismes de financement suivant votre activité. L'information est disponible sur Internet auprès de BPI, votre chargé d'affaires, ou de structures comme la nôtre d'accélération. Donc n'hésitez pas à contacter tout le monde pour savoir à quoi est-ce que vous êtes éligible. Et surtout, ne sous-estimez pas le temps. Une levée de fonds, ça prend du temps. En equity, ça peut être 6 mois. Si on rajoute un plan adossé du non dilutif, ça peut prendre jusqu'à 9 mois. Je vous rassure, ce n'est pas 9 mois à temps plein, mais entre le moment où vous démarchez et vous recevez l'argent, il peut y avoir 6 à 9 mois. Mon deuxième élément, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, pensez à valoriser des cas d'usage avant de valoriser votre technologie. Et il faut que votre narratif autour de la techno soit clair et facile à comprendre. Vous allez parler avec des interlocuteurs financiers qui sont soit non techniques ou qui sont sortis de l'environnement technique. Donc, il faut que vous vous mettiez à leur place et que vous réussissiez à leur expliquer pour qu'ils puissent se projeter et qu'ils puissent prendre une décision de vous suivre. S'ils ne comprennent pas, ils auront du mal à se positionner. Donc, bien avoir en tête lors de la préparation de votre exercice de recherche de financement, de réussir à vulgariser la technologie. Merci beaucoup, Oussama. Est-ce que, Pierre, tu veux donner quelques éléments clés Oui, alors moi je pense que ce qui est très important, je le répète, c'est de prendre contact très rapidement en fait avec BPI France. Vous avez un projet, vous avez constitué la société, vous avez une techno, prenez contact avec BPI France très rapidement pour savoir ce à quoi vous avez droit. Ce que vous pouvez arriver à lever comme financement non dilutif. Voilà. Et donc, faites-le rapidement. Et puis, la deuxième chose, c'est ne pas trop non plus se faire d'idées. C'est-à-dire, encore une fois, discussion avec le chargé d'affaires. Les discussions permettent de pas se planter. Et donc, j'aime bien utiliser cette image. BPI France, on est un organisme de financement, on est une banque. Et en fait, c'est pas un supermarché dans lequel on vient se servir, etc. Il y a des comités de crédit, etc. On gère le risque. Donc, voilà, faites attention à ça. Il va falloir défendre votre projet. Merci beaucoup, Pierre. Et puis aussi, tu insistais sur l'importance à la fois d'aller voir tôt et à la fois de revoir régulièrement, enfin que ça ne soit pas juste une fois. Merci beaucoup, Pierre. Léonie, les quelques éléments d'une banque que tu souhaites partager. Oui, c'est qu'effectivement, il faut venir voir un banquier qui est dédié à l'innovation, donc qui va être en mesure de vous accompagner sur les sujets de financement non dilutif, mais aussi de manière beaucoup plus large sur votre développement et votre accompagnement aux différents stades du projet. Donc voilà, venez nous voir chez BNP Paribas, on fait ça très bien. Merci beaucoup, Léonie, pour cette invitation. Olivier, en tant que fonds d'investissement corporate, quelques mots? Alors, je vais réinsister sur le capital confiance et sur le principe de long terme. Encore une fois, bien comprendre que l'investissement par un fonds d'investissement, c'est presque un mariage. Donc, c'est du long terme et si ça ne marche pas, la séparation est faisable mais douloureuse, donc il faut faire attention. Après, je vais du côté la vitesse et l'approche des fonds d'investissement, on n'en a pas trop parlé, mais je vais nuancer ça par rapport à Pierre et Léonie, où effectivement, je pense qu'il faut aller les voir vite. Les fonds d'investissement, je préconiserais d'y aller quand vous êtes prêt et de ne pas le faire trop tôt. Parce que les premiers contacts, c'est un petit peu un fusil à une cartouche. Si on y va et qu'on n'est pas prêt et qu'on laisse une mauvaise impression, le capital confiance, il est cramé. Donc, c'est compliqué de revenir. Donc, venez voir les fonds d'investissement quand vous avez un plan bien établi,
une histoire qui est bien racontable et vous êtes convaincu que ça se sent. Mais ne précipitez pas l'approche des fonds d'investissement si vous n'êtes pas prêt. Merci beaucoup Olivier. Alexis, pour conclure ce tour des éléments clés. Oui, bah peut-être je voulais inscrire ma conclusion dans le contexte très particulier qu'on vit actuellement de Covid, confinement, puis déconfinement. Ça a un impact sur le financement et puis ça va me permettre finalement de répondre à une question à laquelle on n'a pas trop répondu, qui était à partir de quel moment on va chercher des investisseurs dès lors qu'on a de non dilutif. Et dans les prochains mois, il risque d'être un petit peu plus difficile d'aller chercher des investisseurs pour investir dans les sociétés. Forcément, un contexte de crise sanitaire et de crise financière peut générer une certaine crainte à investir comme ça a été fait dans les précédentes années, qui ont été des très belles années d'investissement. Et peut-être qu'une stratégie possible, c'est d'aller chercher un gros financement non dilutif auprès de la BPI, auprès de l'Europe. C'est un financement non dilutif dont vous allez obtenir un accord de principe. Parce que, comme on l'a expliqué, en face du non dilutif, il faut de l'equity. Vous n'avez pas encore cette equity. Mais ce que vous pouvez aller faire encore une fois, c'est vous allez demander ce financement non dilutif, vous l'obtenez, et BPI va vous dire, écoutez, moi je veux bien vous donner ce million d'euros pour ce dossier que vous avez monté, mais allez chercher 1 million d'euros d'equity en face. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous d'aller discuter avec un investisseur, d'aller récupérer ce million d'euros auprès de l'investisseur, dès lors que vous avez déjà l'accord de principe d'1 million d'euros de la part de la BPI ou de la part de la Commission européenne d'H2020. Et donc, finalement, dans ce monde qui est déjà très concurrentiel et qui est d'autant plus avec la crise sanitaire qu'on connaît, vous aurez une belle carte dans votre poche quand vous irez voir l'investisseur, parce que vous lui direz, écoutez, j'ai déjà fait 50% du travail pour financer ma société, je suis déjà allé chercher un premier million d'euros, maintenant j'ai juste besoin de votre million d'euros en face pour démarrer mon programme de recherche ou mon programme de commercialisation. Donc voilà, c'est peut-être le petit conseil que je souhaitais donner, encore une fois, dans ce contexte très particulier qu'on connaît actuellement, de crise et donc d'augmentation de la concurrence auprès des investisseurs. Merci beaucoup Alexis, merci à tous nos intervenants, Olivier, Léonie, Pierre, Oussama et Alexis, voilà, d'avoir partagé vos retours d'expérience et votre savoir sur cette partie financement, à la fois sur les conseils, la stratégie à adopter, et puis après sur les modes de financement. Merci également à tous d'avoir participé à ce webinaire. Pour terminer, voilà, je vous rappelle que là, c'était le premier d'une série de 4 webinaires. Donc demain, même heure, à 9h, nous avons un webinaire sur la partie d'industrialisation, comment préparer votre industrialisation avec de la même manière à la fois des industriels, des startups et des personnes qui accompagnent l'innovation, Dassault-Systèmes, Carriol, Versailles Grand Parc et Bertin. Et puis mardi prochain, nous en avons un sur la partie commercialisation, sur comment travailler avec les grands comptes. Et là, nous aurons Pacte PME qui est sur une association qui fait le lien entre les grandes entreprises et les startups, Schneider Electric, Wistran, Apix et Air Liquide. Et pour terminer cette série le 6 octobre, comment se développer après l'incubation, nous aurons des startups d'Accélère qui interviendront pour partager sur tous ces thèmes-là et sur l'après-incubation, comment ça se passe pour elles. Merci vraiment à tous d'avoir suivi ce webinaire. On vous enverra le replay prochainement où vous pourrez donc réécouter les interventions. Merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.